Bonsoir, bienvenue dans Bio, une vidéo, une vie. Aujourd'hui, nous allons parler du plus illustre français du XXe siècle, le général de Gaulle. Alors, c'est parti. Premièrement, ses origines et son enfance. Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890. Il vient d'une famille catholique et patriote, avec des érudits, des gens qui ont fait des études, qui ont fait étudier les lettres, la linguistique. Son père, Henri, est un professeur de lettres et d'histoire. C'est lui qui va lui faire découvrir, par exemple, Barrès, Bergson, Péguy, qui va lui donner l'amour de la littérature, l'amour du savoir. Il étudie chez les jésuites, c'est-à-dire une éducation catholique dans une école religieuse. En 1908, il rejoint Saint-Cyr pour embrasser une carrière de militaire. C'est un jeune, ambitieux, rêvant d'un grand destin. Dès son plus jeune âge, il écrit cette légende qu'il va construire progressivement dans son histoire. 3. Sa vie publique. Charles de Gaulle est au départ un soldat. Lors de la Première Guerre mondiale, il est lieutenant. Il va être blessé 3 fois. Dès 1914, son péroné va prendre un petit éclat de balle, ce qui va lui faire affreusement mal. 1915, c'est la main gauche. Et en 1916, il est laissé pour mort à Douaimont, près de Verdun. Après cela, il va être prisonnier, mais ne va pas être un gentil prisonnier, parce qu'il va tenter de s'évader au moins 5 fois des prisons allemandes. De 1918 à 1921, pour réparer cet affront, parce que le fait d'être prisonnier, pour lui, c'est qu'il n'a pas été un bon soldat, qu'il n'a pas été sur le terrain, il l'a mauvaise. Il n'a pas pu servir la patrie. Il se dit, bon, moi je vais partir en mission et je vais aider comme je peux mon pays. Voilà. Et donc, il va faire une mission dans cette jeune Pologne, créée par les traités de paix. En 1921, il va épouser Yvonne Vendroux. Ils vont avoir 3 enfants. Philippe, qui va embrasser une carrière militaire, qui va devenir amiral, il va être dans la marine. Élisabeth et Anne, sa fille trisomique. Cet enfant va mourir à 20 ans. Et ça va être un petit peu le grand drame de la vie de Charles de Gaulle, parce que cet enfant, il va l'aimer différemment des autres enfants. Toute la retenue dans le personnage de Charles de Gaulle, il l'a pas avec Anne. Il se montre tendre, affectueux. Il montre son côté sensible à cet enfant si différent. Déjà, là, maintenant, l'acceptation des handicaps est difficile. Mais alors, vous imaginez les années 20, 30, 40. Parlons des années 30, il est affecté au secrétariat général de la Défense nationale. Il va proposer de réformer l'armée. Une armée soumise aux politiques, un corps de chars d'assaut, ça va être vraiment sa marotte. Cette vision va le brouiller avec la hiérarchie parce que la hiérarchie est encore sur des positions à l'ancienne. Les mecs ont gagné la Première Guerre mondiale, ils ont pété de l'allemand. Pourquoi changer une formule qui gagne? De toute façon, ces Allemands posent problème. On va les replier en 15 jours, il n'y a aucun souci. Il va commencer à écrire des livres. Discorde chez l'ennemi, le fil et l'épée, vers l'armée de métier, la France et son armée, qui va lui permettre, par la plume, déjà de montrer un style spectaculaire, mais aussi de défendre ses propositions, de défendre ses idées. Il va travailler au Moyen-Orient de 1929 à 1932. Il va devenir colonel en 1937. Il commande le 507e régiment de chars de combat en 1939. À la tête des chars, il va tenir tête aux nazis lors de la bataille de Montcornet, une des seules contre-attaques qui repousse considérablement l'ennemi pendant plusieurs heures, en capturant même plusieurs centaines de soldats allemands. Mais il est lâché par son état-major qui lui donne l'ordre de battre en retraite, au lieu d'envoyer plus d'unités de chars pour continuer l'offensive. C'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Il devient général de brigade à titre temporaire le 25 mai 1940. Le 6 juin 1940, Reynaud le nomme dans son gouvernement sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Reynaud est le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre de la Troisième République. Sa mission a pour but de coordonner l'action avec le Royaume-Uni, principal allié de la France, pour la poursuite des combats. Il part à Londres le 17 juin 1940 pour suivre la guerre quand Pétain est nommé chef du gouvernement. La résistance. Le 18 juin, sous les antennes de la BBC, Charles de Gaulle, qui est alors un nobody, un véritable inconnu, lance un appel à continuer le combat. En effet, dès qu'il comprend que Pétain arrive au pouvoir, c'est le camp des défaitistes qui gagne. Il y a 2 camps. Il y a un camp qui dit on va en Algérie, on continue la guerre dans notre empire colonial, et il y a un camp qui se dit bon, de toute façon, on s'est fait péter en 1 mois, la campagne de France était une catastrophe,
l'armée était pas prête, l'armée n'était pas en état. Il y a des anecdotes dans ma famille. Mon arrière-grand-père, ils lui ont donné un vélo, une chambre à air, et ils lui ont fait « Tu descends au sud, hein. » Là, c'était la débâcle. Donc, dès que Pétain arrive au pouvoir, on sait que c'est les défaitistes qui vont être vraiment au pouvoir et donc qui vont signer l'armistice et qui ne vont pas continuer le combat. Donc, il va lancer un appel pour défendre l'idée que non, faut qu'on continue quand même. La France n'est pas morte. En août 1940, il est condamné à mort par contumace par Vichy et donc Pétain, son ancien supérieur, alors qu'ils étaient très proches dans les années 20. En effet, l'esprit d'indépendance de Gaulle a plu à Pétain, ce militaire un petit peu aux idées particulières. Ça lui plaisait, un jeune rebelle un peu comme lui qui était, voilà, avant la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun, c'était un soldat lambda qui n'avait pas une carrière exceptionnelle, pas très bien vu de la hiérarchie. Il est devenu un héros par la Première Guerre mondiale, mais il a toujours été un petit peu un renégat. Donc quand il voit De Gaulle, il en trouve quelqu'un de fort intéressant. À l'été 40, Charles de Gaulle essaye de constituer la résistance. Mais c'est pas facile au vu du contexte. Pétain, on ne sait pas sa position. Ouais, il a signé l'armistice, mais est-ce qu'il va collaborer comme la dernière des salopes? On ne sait pas. Est-ce que le Royaume-Uni va tenir? Ouais, parce que en août 40, que ce soit le peuple, le président des États-Unis, se disent Londres, est-ce que ça va tenir? Pas sûr. En 1941, il y a le Comité national français et la volonté de garder la France chez des alliés. En 1942, il y a une fusion entre les résistances externes et internes autour de Charles de Gaulle grâce à l'action d'un certain Jean Moulin qui va y payer de sa vie, littéralement. Il va littéralement y payer de sa vie, il va être torturé, il va mourir sous le coup de cette torture. Les États-Unis sont mal informés sur Vichy, donc le soutiennent tardivement. Puis ils ont un autre champion, là, un mec qui travaille mieux pour eux, qui est plus américanophile. Puis les États-Unis sont mal informés sur Vichy, l'ambassadeur donne pas toutes les informations, puis il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quand même une partie de la population d'origine allemande ou une partie de la population qui est un petit peu facho sur les bords. Donc autant vous dire que bon, ce qui se passe en Europe, puis c'est les États-Unis, on se mêle pas de ce qui se passe chez les autres, on est encore un peu enfermé sur nous. Assez rapidement, ils vont vouloir prendre la domination du monde. En 1943, il prend pied à Alger. En 1944, il fonde le GPRF. La question de sa légitimité est posée. Les États-Unis le reconnaissent qu'en 1944, l'AOF en 1943, l'AEF, Afrique équatoriale française, en 1943, le Royaume-Uni en 1943. Notamment, il y a la volonté coloniale des États-Unis qui veut dominer l'Europe, imposer sa monnaie, imposer sa vision. Mais De Gaulle va commencer à dire « Ta gueule, c'est la France non, tu ne nous coloniseras pas. Non, tu ne mettras pas ta monnaie. » Parce qu'ils avaient déjà imprimé les billets, les mecs. Ils avaient prévu de nous dominer. Gouvernement militaire, imposer une monnaie, imposer une constitution, comme ils ont fait en Allemagne, comme ils ont fait en Autriche, comme ils ont fait au Japon. Non. Ça va pas se passer comme ça. Hein? De Gaulle va expliquer aux États-Unis, si c'est la France. Ouais, il y a un gouvernement qui signe une armistice. Mais ce gouvernement, il a aucune légitimité légale. Tout ce qu'il a fait est nul et non avenu. La France, c'est nous. C'est nous la résistance, c'est nous qui nous sommes battus, c'est nous qui avons aidé pour les débarquements, c'est la résistance intérieure qui a aidé au débarquement, parce que sans la résistance intérieure, les Américains, ils auraient eu des emmerdes, ils n'auraient pas eu toutes les informations qu'ils ont eues. Donc c'est nous qui avons gagné. Donc grâce à ça, il va obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU qu'on lui doit, et parce qu'il a tout fait pour que la France reste assise à la table des vainqueurs. La traversée du désert, en effet, il arrive, il met en place des choses avec son gouvernement, mais assez rapidement, il va y avoir des petites distensions. En effet, De Gaulle va s'opposer aux forces politiques en place sous la forme républicaine. En effet, beaucoup de forces républicaines, beaucoup de forces politiques ne veulent pas d'un pouvoir exécutif trop fort. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé entre 1940 et 1944 et le système des partis qui existait sous la Troisième République, parce que c'est les partis qui se défaisaient les gouvernements, ils étaient gagnants. Donc l'idée d'avoir un chef avec beaucoup de pouvoir, non, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il fait De Gaulle? Il n'obtient pas ce qu'il veut, il démissionne. Il fait un discours à Bayeux le 16 juin 1946. C'est véritablement le préquel de 1958 parce que tout ce qu'il a balancé, c'est un peu un spoiler de ce qu'il va mettre en place dans la Constitution 12 ans plus tard. Il va fonder un parti, le RPF, entre 1947 et 1953, mais il va mourir d'un déclin électoral. Il va écrire ses mémoires, qui sont un véritable succès de librairie. De Gaulle va vraiment écrire sa biographie et ça va être véritablement un gros intérêt. Mais c'est le bordel.
politique. Bah déjà, une instabilité pas possible. La 4ème République, c'est la 3ème République en pire, comme diront beaucoup de commentateurs. Les gouvernements tombent un peu comme les feuilles en automne. Bon, il y a quand même quelques succès économiques, hein, la reprise économique est là, mais c'est quand même le bordel, le régime tient pas. Puis l'Algérie, quoi. L'Algérie, déjà, ça commence en 1945 par un massacre. C'est des inégalités pas possibles parce qu'il y a trois types de personnes en Algérie. Il y a les Français qui ont tous les pouvoirs, il y a les Juifs d'origine algérienne qui, par le décret Crémieux, sont devenus français. Puis il y a les Arabes qui se sont fait déposséder de leurs terres, les Algériens, les natifs, hein, qui se sont fait déposséder de leurs terres, qui travaillent pour les Blancs, pour les Français et les Juifs, et puis qui n'ont aucun droit. Donc voilà, à un moment, ça casse un peu les pieds. Donc le 15 mai 1958, il y a une manif, la manif d'Alger, ça appelle De Gaulle. Hein, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. Le 19 mai, De Gaulle, il se pointe, il se dit, bon, je suis prêt. J'ai déjà sauvé la France en 1940. Bon, s'il y a besoin, je suis là, hein, je me mets au service, il n'y a pas de souci. Il devient président du Conseil le 1er juin 1958. Vous voyez très bien qu'on a repris le vocable de la 3ème République pour désigner le chef du gouvernement. Donc, il devient président du Conseil. Mais avec ses conditions, hein. Eh ouais, je suis président du Conseil, mais vous me laissez l'été pour écrire ma petite constitution. Il écrit sa constitution, il la soumet au référendum, elle est acceptée le 28 septembre 1958 par référendum. Non, c'est pas des mecs dans une assemblée qui doivent accepter la constitution. Non, on va faire demander l'avis au peuple. Et le 21 décembre 1958, il devient président de la République. Il est élu pas que par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, comme ça, ce qui se faisait sous la 3ème et la 4ème République, mais élu par un collège un peu plus large de à peu près 50 000 électeurs pour asseoir sa légitimité. Le président de la République. En effet, de 1958 à 1969, il va être président de la République. Mais j'ai pas envie de faire une chronologie. Plus m'intéresser à son bilan. Déjà, il va pondre des institutions pérennes. La 5e République, même si elle a été rafistolée, elle a été vidée de sa substance, notamment par le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, a été vidée de sa substance. Faut être honnête, c'est des institutions pérennes qui tiennent depuis 1958. C'est la plus longue république avec la 3e République. C'est dans le top 3 des régimes qui ont tenu le plus longtemps avec la monarchie, la 3e et la 5e République. La décolonisation. Certes, on peut critiquer la situation en Afrique actuelle, qui est conséquente de la décolonisation. Mais la France y a gagné avec la décolonisation, avec des accords de partenariat, avec une place dans la politique et la culture des pays. C'est win-win, hein. Les infrastructures, autoroutes, collèges, bâtiments, il a construit. Et des infrastructures qui nous servent encore aujourd'hui. Hein. L'autoroute, merci. La décentralisation économique, il va commencer à décentraliser l'économie, c'est là où on va développer le sud de la France, le Languedoc, qu'on commence à mettre des usines un peu partout sur le territoire, la décentralisation et toute cette politique de décentralisation, même en général, qui va être reprise après à son compte par Mitterrand, mais s'il n'y avait pas eu la politique de De Gaulle, la décentralisation aurait été un flop. L'aménagement du territoire, que ce soit pour le tourisme, pour les infrastructures, pour l'économie et tout ça, la croissance économique. Bah ouais, mais la France de De Gaulle, elle était dans le top 3 des puissances mondiales, derrière les États-Unis. Ah ouais. Eh oui, la politique culturelle de Malraux. André Malraux, un des plus grands écrivains quand même de ce XXe siècle. Politique culturelle, énorme, c'est le premier ministre de la culture. La pilule, qui est une avancée énorme. Ma grand-mère a eu 3 enfants, le jour où elle a pris la pilule, putain, elle a pu retourner au travail parce qu'elle a arrêté de tomber enceinte tous les 3 mois. C'est génial. Bon, même si aujourd'hui on peut critiquer les effets, les conséquences de la pilule, mais bon, faut pas oublier dans quel contexte elle a été mise en place. Le gouvernement voulait temporiser, mais il y a eu des pressions de la part de certaines associations féministes. Ça voulait temporiser, faire des études, voir les conséquences sur le long terme, mais il y a eu des pressions et bon, ils ont produit la loi. Peut-être qu'il aurait fallu attendre 1 ou 2 ans pour voir les conséquences, peut-être trouver d'autres moyens, parce que c'est indéniable qu'aujourd'hui la pilule pose des difficultés aux gens, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça a été une avancée. Le nouveau franc, qui a été une monnaie assez forte, qui nous a quand même permis d'avoir certains avantages sur les marchés mondiaux et qui nous permettait d'avoir une puissance financière quand même. Un Français, avec ses francs, il avait comme du pognon dans les années 80-90. Le nucléaire, même si on le critique, elle nous permet aussi d'avoir une indépendance énergétique. Le retrait de l'OTAN, hein, on a bien expliqué aux Américains que on n'est pas vos bitches. La relation franco-allemande, moteur du couple européen, son indépendance sur la politique internationale.
Le choc de mai 68. Eh ouais. En mai 68, cette société, peut-être un petit peu old school, a été secouée par un mouvement d'idées. Et malheureusement, ce mouvement d'idées a explosé. Certes, mai 68 était nécessaire sur certains points, mais elle a eu des conséquences désastreuses. Par exemple, l'augmentation du SMIC a fait augmenter l'inflation. Et quand il y a eu le premier choc pétrolier, les deux combinés, ça a tout fait péter, malheureusement. Et c'était un choc parce que bon, la France était prospère. Mais bon, c'est toujours comme ça, dans les moments de prospérité, le peuple s'ennuie. Et quand il s'ennuie, ça crée des tsunamis. Il y a un choc, hein, même un choc pour De Gaulle, parce qu'il se dit, putain, j'aurais fait tout ça, tiens, je suis plus en phase avec le peuple, et ça le choque. Ça l'interroge lui-même sur ses compétences en tant que chef d'État, ça l'interroge. Puis il faut pas oublier que dans son esprit, il y a l'exemple de Pétain, qui à 80 ans est parti collaborer avec les Schleux, et qui a véritablement décliné. Le déclin de Pétain est un drame. Et ça le marque. Donc, en 69, il fait un référendum sur la régionalisation. Mais en substance, il aurait dit, bon, référendum, je l'ai appelé régionalisation, mais c'est vous voulez de moi ou vous voulez plus de moi. Il est lâché par une partie de son aile centriste et va démissionner parce qu'il n'est plus soutenu par le peuple, donc il préfère partir. Sa vieillesse et sa fin, il va écrire ses mémoires, il va voyager. Puis le 9 novembre 1970, comme tous les soirs, il va se mettre à sa table, faire son petit jeu de cartes. D'un coup, il dit à Yvonne, j'ai mal au dos. Et il s'écroule sur sa table. Sa femme appelle le médecin, le curé, mais il est trop tard. Il a fait une rupture d'anévrisme. Charles de Gaulle est mort à peu près 15 jours avant son 80e anniversaire. Il va être enterré le 12 novembre auprès de sa fille. Il ne voulait pas d'honneur national et international. Il voulait pas aller. Une représentation diplomatique à son enterrement. C'est pour ça qu'il y a une messe à Notre-Dame en son hommage. La légende. Déjà, il y a la Croix de Lorraine. Après sa mort, un comité national placé sous le patronage de Pompidou, le président, est soutenu par les barons gaullistes et est constitué en 1971 pour ériger à Colombey un monument symbole de la France libre. On lance une souscription nationale, recueillant plusieurs millions de dons. Cette souscription connaît un grand succès international parce que des fonds arrivent de 67 pays et permettent d'acquérir à peu près 5,5 millions de francs. Cette somme va permettre d'ériger un monument, mais aussi d'acquérir 35 hectares de terrain sur... C'est le projet des architectes Marc Nebiberg et Michel Moser qui a retenu une croix de Lorraine en béton armé, précontrainte de 44,30 mètres de haut, pour un poids total sans fondation de 950 tonnes, revêtue d'un parement en granit rose de Perros-Guirec et habillé de surface en bronze de 10 mm d'épaisseur et d'1,68 m de longueur, soit un total de 16 tonnes, provenant d'une fonderie alsacienne, et inauguré par Pompidou le 18 juin 1972, jour du 32e anniversaire de l'appel du 18 juin. Il y a le musée mémorial, imaginé par Millet et Chilou, architectes du mémorial de Caen, comme s'intégrant à la nature. Construit au pied de la Croix de Lorraine, à Colombey-les-Deux-Églises, il s'insère par son toit en toundra dans son écrin naturel. L'équipement est constitué de 3 ailes. Au centre, le bâtiment d'exposition permanente. À gauche, l'aile vitrée, qui accueille le public et les différents services. À droite, un auditorium de 194 places, prévu pour des conférences, spectacles. Lancé par Chirac en novembre 2006, le mémorial est inauguré le 11 octobre 2008. Il y a la Fondation Charles de Gaulle, créée en 1971. D'utilité publique dès 1992, la Fondation Charles de Gaulle entretient en France et dans le monde la mémoire du général de Gaulle et transmet son héritage intellectuel et culturel. Mais c'est pas tout, des héritiers. Et oui, le nombre de mecs qui se revendiquent de Gaulle. Ils n'ont que ça à la bouche. Mais le problème, c'est que De Gaulle, c'est un peu comme les religions ou certains grands auteurs. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont compris. Et il y en a beaucoup qui s'en servent juste pour rien, juste pour ouvrir leur gueule, juste pour se donner une image. Mais le gaullisme aujourd'hui est en crise. Parce que si vous me dites que le gaullisme, c'est Zemmour, c'est les Républicains ou c'est les partis souverainistes, je vous dirais, ça va être difficile. Donc trop d'héritiers, trop de gens qui se revendiquent de Gaulle, ce qui n'est pas bon parce que ces gens-là n'ont pas compris De Gaulle ou l'ont mal compris. 5. Les citations. Charles de Gaulle avait l'art de la punchline. Choisir 5 citations, c'est pas facile. Mais on a fait le travail. Première citation. La France ne peut être la France sans la grandeur. Citation numéro 2. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. 3. Les hommes peuvent avoir des amis, pas les hommes d'État. Ce que beaucoup de chefs d'État actuellement devraient comprendre. 4. La France a perdu une bataille,
Mais la France n'a pas perdu la guerre. 5. En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. En conclusion, 10 grandes dates sur sa vie. Charles de Gaulle est né donc le 22 novembre 1890. Il entre à Saint-Cyr. Il sort de Saint-Cyr, en 1912. Il est blessé à Verdun le 2 mars 1916. Il lance son appel emblématique le 18 juin 1940. Il démissionne de ses fonctions le 20 janvier 1946. Il devient président du Conseil le 1er juin 1958. Il est président de la République du 21 décembre 1958 au 27 avril 1969. Entre-temps, 1962, il y a le petit Clamart, le 22 août. Événement important, parce que c'est là où il va comprendre qu'il peut mourir à n'importe quel moment et qu'il faut donner de la légitimité au chef d'État. Le seul moyen d'avoir la légitimité, c'est le suffrage universel. Il va donc référendum plus démission le 27 avril 1969, Le soir même, il rédige sa lettre de démission. Et il meurt le 9 novembre 1970. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Je tiens à remercier personnellement mon ami Corentin pour m'avoir aidé pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!